Merci à tous d'être ici. Personnellement, je suis super excité pour Surfing Bitcoin saison 2. J'y étais à la première édition et vous avez fait un boulot assez incroyable. Avec des meilleures personnes encore, enfin pas des meilleures, les mêmes qu'avant, plus des grandes têtes d'affiche comme Nicolas. Vous me connaissez, BTP Server, pour moi c'est un petit bébé à mes yeux dans l'écosystème Bitcoin, donc plutôt excité. Bonjour à tout le monde, bonjour aux viewers, merci beaucoup aux modérateurs, bonjour aux 75 personnes qui sont en ce moment en live avec nous. N'oubliez pas de liker et partager. Du coup, on est ici pour cette conférence sur réinventer la monnaie. C'est un sujet qui me passionne plutôt pas mal parce que si on parle de réinventer la monnaie, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental à notre système bancaire, notre système monétaire, et qu'il faut trouver des alternatives qui s'adaptent avec un changement aussi bien de société et de technologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Roxy, je suis un formateur, youtubeur Bitcoin, donc je mets à peu près 3 à 4 vidéos semaine sur Bitcoin donc en ligne. J'ai également une formation gratuite que vous pouvez faire. C'est une sorte de cours accessible pour tout le monde pour vous remettre à niveau, vous expliquer qu'est-ce que c'est, pas tomber dans les pièges, etc. Donc, réinventons la monnaie. Pourquoi est-ce qu'il faut réinventer la monnaie si elle marche? Je pense que fondamentalement, il faut comprendre où est-ce qu'on était pour avancer. Et il faut comprendre les erreurs du passé pour ne pas les répliquer. Je vais vous faire un petit cours d'histoire sur qu'est-ce que c'est la monnaie, pourquoi c'est important, et c'est quoi finalement la vocation de cette chose. Je pense que vous savez tous, on a commencé avec du troc. On était des petits villages, on s'échangeait entre nous des biens, des services, et on était limité à 100 personnes, pas plus. Le problème de ça, c'est que si vous faites des chaussures et que vous voulez du poisson, à un moment, votre poissonnier va refuser une 15e paire de chaussures. Ça ne marche pas, on ne peut pas monter en tant que société, empire, nation. Du coup, il a fallu trouver des alternatives. On en a essayé un paquet dans l'histoire. On a essayé aussi bien les vaches, donc les animaux, sauf que pareil, vous voulez peut-être pas d'une 15e vache. On s'est dit, bon, le grain, ça marche bien. Le problème, une mauvaise récolte, une guerre, un problème dans votre système de stockage, et vous perdez 100% de votre argent. Donc il faut vraiment que la monnaie soit d'un échangeable et deux, une réserve de valeur à travers le temps pour pas qu'elle soit complètement détruite. Du coup, on a essayé plein de trucs, des coquillages, des graines, et un jour, on s'est rendu compte que le plus simple, c'est l'or. Ça fait à peu près 4000 ans qu'on l'essaie, et l'or, ça marche bien parce que tout le monde peut l'accepter, peu importe dans le monde, qu'on soit un empereur d'une nation ou d'une autre, un dictateur, tout le monde accepte l'or. On peut facilement vérifier que c'est de l'or, on peut facilement la modeler sur des pièces, et on peut se l'échanger. Ça marche plutôt bien, et ça a très bien marché, ça a permis de créer les civilisations, les empires, et grandir en tant que société. Le problème, c'est qu'un jour, on s'est rendu compte qu'avec la globalisation, on devait aller partout dans le monde. Et à partir de là, l'or ne marche plus. Parce que commencer à déplacer des larges sommes d'or à travers le monde sur des bateaux, c'est compliqué. Quand on commence à faire énormément de microtransactions, c'est compliqué. Du coup, les gens ont eu la bonne idée de simplement stocker l'or à un endroit, créer un papier qui représente cet or, et dire qu'avec ça, on peut se l'échanger. Sur papier, ça marche plutôt bien. On peut simplement avoir des notes avec la tête d'un empereur dessus qui dit que ça représente ce qu'il y a dans les coffres. Et ça a très bien marché pendant pas mal d'années, avec des hauts et des bas. Un jour, on s'est rendu compte que Internet existait, on numérise tout ça. Aujourd'hui, 95% de toute la masse monétaire mondiale, c'est des 0 et des 1. Donc il n'y a même plus de papier, on a tout digitalisé, toujours lié donc à la base, je dis à la base parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, sur l'or qui sont dans les coffres des banques. Le problème de ça, enfin ça marche bien ça, parce que finalement la fonction de la monnaie c'est un instrument d'échange, c'est une réserve de valeur et c'est une façon de communiquer. Le problème c'est que si on allie les deux, on obtient un système qui est très résilient. Ça marche bien. Le souci c'est qu'il faut la confiance. Il faut la confiance que en effet les personnes qui détiennent l'or et qui créent cette monnaie alternative, qui est simplement du papier qui représente l'or, soient vérifiées. On peut leur faire confiance, ils existent et ils ne trichent pas. L'histoire, malheureusement, nous a prouvé que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a des dizaines, des centaines d'exemples historiques où ces mêmes personnes qui détiennent l'or et qui vous vendent une monnaie de singe, de papier, finalement ne respectent pas leurs termes, impriment plus d'argent, dévaluent au fur et à mesure la monnaie, et finalement, on se retrouve dans un système où nous avons une séparation fondamentale de l'or et de l'argent. Dans l'histoire, ça arrivait un paquet de fois. Le plus récent, je pense que vous le connaissez, enfin peut-être pas, mais dans ce cas, c'était à Bretton Woods en 71, quand Nixon a littéralement juste dit du jour au lendemain, bon, on sépare l'or de l'argent, le dollar. Il faut comprendre qu'à l'époque, tout l'argent du monde était relié au dollar, qui était donc relié à l'or. Donc du jour au lendemain, toutes les monnaies fiduciaires de tous les États sont devenues complètement libres. Libres d'être imprimées à l'infini, libres d'être dévaluées à l'infini, et plus aucune réticence par rapport à l'or. Ça, c'est un vrai problème fondamental parce que du coup, ça a ouvert la porte, on va dire, à l'impression monétaire constante des États. C'est un petit peu la boîte de Pandore. À travers le temps, ils l'ont fait et à chaque fois qu'il y a une crise, ils le font encore plus. Donc en 2008, on a eu la crise des subprimes et forcément, on a dû injecter, ou l'État a dû injecter de l'argent pour sauver le système bancaire. Ça, c'était que le début.
Mais derrière, on se retrouve avec du kiwi à l'infini, donc de l'impression monétaire, de l'hélicoptère monnaie. Donc littéralement, vous envoyez de l'argent directement à vous ou au peuple tous les mois, tous les 6 mois pour vous permettre de continuer à vivre. Ça, c'est un problème parce que ça dévalue énormément notre monnaie. On ne s'en rend peut-être pas compte au début, mais cette inflation qui est créée par les banques centrales, au long terme, fait que vous perdez tous un petit peu de pouvoir d'achat très régulièrement. Du coup, récemment, on s'est vraiment rendu compte de ce souci parce qu'ils le font de façon beaucoup plus accélérée, de façon beaucoup plus ouverte, sans le cacher à travers des termes compliqués. J'ai 2 petites quotes que j'aime bien. Le premier, c'est du président de la Fed de Minneapolis qui dit « Nous avons 0 limite à notre capacité à imprimer de l'argent ». Il n'est pas en train de se défendre au tribunal. Il est littéralement en train de se vanter qu'il a la capacité d'impression monétaire. Personnellement, ça me fait peur. Là, c'est aux États-Unis. Est-ce que c'est pareil en Europe? Eh bien oui, parce que nous avons Christine Lagarde, donc la directrice de la Banque Centrale Européenne, qui nous dit « Nous ne serons plus contents d'avoir un boulot qu'une épargne ». Clairement, ils en veulent à votre épargne. Pour eux, économiser de l'argent, ce n'est pas dans leur idéologie politique. Personnellement encore, ça me fait peur parce que j'ai envie d'acheter une maison plus tard, j'ai envie de payer des études à mes enfants, j'ai envie d'avoir une retraite, j'ai envie d'économiser quand il y a une pandémie qui coupe une grande partie du commerce. Au cas où il y a des mauvais temps, j'ai de la réserve. Ils nous annoncent qu'il n'y aura pas de réserve parce qu'on va imprimer. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils le font depuis longtemps, mais ils accélèrent. Donc ce que vous voyez là, c'est les balance sheets donc des banques centrales. Et depuis 2008, ils impriment, ils rachètent. Alors ils rachètent aussi bien des obligations d'État que des parts d'entreprise comme au Japon. Et ça, c'est au Japon, aux États-Unis, en Europe. Partout, c'est le même scénario. Ils sont très contents de le faire. Alors au début, ils le faisaient un petit peu caché. Bon, même s'ils font x2 ou x3 sur notre masse monétaire, on ne le voit pas trop. Après, quand tu as une crise, d'un coup, ils injectent beaucoup plus. Et ça commence à poser un problème. 2008, plan de relance de 700 milliards. À l'époque, c'était quelque chose d'assez puissant. 700 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Sur les 10 ans qui suivent, on a à peu près x5 du M1 américain, donc on va dire la quantité d'argent liquide en circulation. J'aime bien ce graphe parce que je vais vous montrer le suivant. Et vous allez voir un petit peu l'absurdité dans laquelle on est en train de se retrouver. Ça, c'est Covid et c'est aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est tout ce que je vous ai montré avant. Donc toute cette impression monétaire sur quasiment 20 ans qui est contrôlée, c'est ridicule. Parce qu'en moins d'1 an, on a imprimé 5 fois tout ce qu'il y avait avant. Il continue. Premier plan de relance, 2,5 milliards, 2500 milliards. Deuxième plan de relance, 1900 milliards. C'est que le début. Ils ont annoncé un troisième plan de relance à 2200 milliards. Et ça va continuer. Ça, c'est seulement aux États-Unis. Vous inquiétez pas que c'est pareil en Europe, comme vous pouvez sûrement le voir à la télé. Et on n'a même pas fait 1 an et demi de Covid. Ça veut dire que les répercussions économiques qui vont suivre, de 1, l'arrêt complet d'une partie quand même de tous les secteurs d'activité, plus derrière l'impression monétaire, va avoir des répercussions. Et ça va commencer à faire très peur. Parce que finalement, ça, indirectement, ça dévalue la monnaie. Alors peut-être qu'on ne le voit pas, mais quand on dézoome, quand on réfléchit avec plusieurs décennies, plusieurs siècles, on se rend compte que ça soit à Rome ou aux États-Unis, c'est la même chose. Votre valeur monétaire est complètement dévaluée. C'est Voltaire qui le disait déjà dans les années 1700, que toutes les monnaies fiduciaires retourneront naturellement à leur valeur qui est 0. Parce qu'il faut comprendre que cette parité or-monnaie gouvernementale n'est pas nouvelle. Là, on parle aujourd'hui du dollar, mais dans les empires, il y a eu plein de monnaies réserves à travers le temps, et ils ont toutes fini à 0 parce qu'ils se sont séparés de ce qui était réel, à savoir le dollar. Ça, c'est un scénario sympa. Quand je dis sympa, c'est simplement parce que vous ne vous rendez pas compte que vous perdez de l'argent. Vous avez 2% d'argent en moins, 2% de pouvoir d'achat en moins, progressivement, petit à petit. On vous le cache à travers l'inflation. Si jamais les taux d'intérêt sont hauts, si jamais votre salaire augmente, si jamais l'économie augmente avec, ça passe. Ça, c'est un scénario sympa. Les scénarios pas sympas, c'est quand cette inflation va complètement en l'encontre de toute logique humaine et les États qui font cette même impression, les banques centrales, perdent, on va dire, le contrôle de cette impression monétaire. Et on arrive dans des situations d'hyperinflation. Alors les plus connus, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est évidemment l'Allemagne dans les années 20, complète destruction de la masse monétaire allemande. Hein. Alors c'était lié par rapport à la Première Guerre mondiale, etc. Mais résultat est que tout l'argent a été détruit. Le Zimbabwe en 2009, le Venezuela aujourd'hui, qui est un cas d'actualité. On a 3 grosses hyperinflations. Il faut savoir que c'est énormément de pays au monde. En ce moment même, quand je vous parle, on a la Turquie qui a perdu littéralement 20% de son pouvoir d'achat il y a quelques jours. On a le Liban qui brûle sa banque centrale et on a l'Argentine qui est également en train d'être dévaluée. On ne parle pas de petits pays là, hein. On parle quand même de pays avec des centaines, des dizaines de millions d'habitants où toute leur épargne, l'épargne des parents, l'épargne des enfants est détruite.
Ça fait peur. Et ça fait peur parce que c'est pas nouveau. Ça date, ça fait des vingtaines, des trentaines, des quarantaines d'années que ça arrive. Et c'est pas simplement ces pays, c'est tous les pays. Là, on peut prendre par exemple la République du Congo. Et ben, quand tu as 300% d'inflation par an, ta monnaie est détruite. Ça fait des tensions dans le pays, ça mène à des dictatures, ça mène à des inégalités, parce que les seules personnes qui ne sont pas affectées face à l'inflation, c'est les gens qui ont du terrain, de l'immobilier ou des actions étrangères. Dans un pays, c'est toujours la classe moyenne et la classe la plus pauvre qui souffrent de cette inflation, et c'est un problème fondamental. Quand je dis que c'est exponentiel, il faut comprendre qu'on ne la voit pas souvent venir. Comme je vous dis, on vous donne des 2%. 2% d'inflation, 2% d'inflation, 2% d'inflation. C'est la target, on va dire, c'est la cible des banques centrales. C'est ce qu'ils essaient de nous donner et c'est leur mission. C'est littéralement sur la page de la BCE, leur mission, c'est de garantir une inflation à 2%. Sauf qu'il y a une crise, d'un coup, paf, on passe sur 10% d'inflation. Ils rectifient le tir, on est bon, 2%, 2%. Pouf, crise, 10%. 2%, 2%, crise, 10%. Sauf qu'un jour ou un autre, ils perdent le contrôle complet de leur monnaie, parce que c'est arrivé dans 80 fois dans l'histoire et ça continuera, c'est simplement mathématique. Et un jour, c'est plus 2% d'inflation, c'est 10, 20%, 50% d'inflation. Le mois suivant, c'est 200% d'inflation. L'année suivante, c'est 5000% d'inflation. À la fin, on arrive sur 16 000% d'inflation. Pour l'Allemagne, vous avez ce graphe, hein, donc l'Allemagne dans les années 30, 10 mois, 60% d'inflation. Vous inquiétez pas, on gère, on va rectifier le tir. 7 mois après, 5300% d'inflation. Vous inquiétez pas, on va y arriver, on va faire des partenariats. Les 7 mois suivants, 16 millions de pourcents d'inflation. 16 millions d'inflation, si vous aviez une maison, elle vaut un timbre après. Votre maison vaut un timbre. Vous avez perdu 100% de votre héritage. Alors, chose intéressante, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette phase? Tous les Français sont allés en Allemagne acheter des tableaux contre des francs et des dollars. Les Français avaient une valeur monétaire qui était utile. Ils allaient en Allemagne, ils achetaient des tableaux, ils achetaient des baraques, ils achetaient des maisons, parce que finalement, ces gens étaient désespérés de sortir de leur économie. Je cite l'Allemagne dans les années 30, c'est peut-être un petit peu trop loin, c'est exactement ce qui se passe au Venezuela. Les gens quittent leur pays, vendent leurs cheveux. Les gens arrivent là-bas, achètent des ressources, achètent de la terre avec des pesos ou des dollars, parce que ces gens n'ont pas d'échappatoire. Et c'est là où, alors si ça vous intéresse, il y a un peu de lecture, parce que oui, il y a toutes les ressources, vous pouvez les trouver directement sur mon site. Et parce que j'aime bien lire, je vous propose quelques petits titres sympas. Bon, Ray Dalio, très bon. La crise de 29 expliquée par les seigneurs de la finance, ou simplement étudier Hayek et toute l'économie autrichienne. Ça peut être intéressant, surtout pour les viewers. Faites pause, regardez, ça peut être intéressant. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que fondamentalement, du coup, il y a un problème dans notre système monétaire qui est la parité avec le dollar et l'or, parce qu'il n'y a plus de logique. Et donc, il faut réinventer la monnaie, qui est le thème de notre speech aujourd'hui, on va dire, de notre petite conférence. Outre évidemment introduire Surf in Bitcoin, où on vous attend très nombreux. Donc Bitcoin arrive comme une alternative. Je pense que Bitcoin est une alternative viable, technologiquement viable, pour l'âge numérique qu'on a besoin pour être 7 milliards de personnes à utiliser un système monétaire global. Pourquoi Bitcoin? Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que Bitcoin arrive à fixer, on va dire, à réparer ce que j'appelle, excusez-moi du gros mot, hein, mais ce bordel monétaire mondial qu'on a mis en place? Simplement parce que Bitcoin, c'est à la fois un protocole informatique et une monnaie. C'est la première monnaie native à Internet qui a un certain nombre de caractéristiques très attrayantes. Bitcoin, ça n'arrive pas de nulle part. Bitcoin, c'est quasiment 40 ans de recherche et développement pour en arriver là où on en est. Mais je laisserai notre ami Joss en parler avec un peu plus de détails. Donc Bitcoin, c'est arrivé en 2009 par un développeur anonyme, Satoshi Nakamoto, nous ne savons pas qui c'est, et c'est un réseau informatique, un système monétaire parallèle qui tourne depuis plus de 12 ans. Ça fait 12 ans que Bitcoin tourne, marche, fonctionne sur plein d'ordinateurs partout dans le monde pour offrir une finance alternative. Pour vous expliquer Bitcoin facilement, aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, elle est dans une banque. Vous demandez à la banque l'autorisation d'envoyer cet argent à une autre banque et derrière, la personne continue ce même schéma. Donc il y a des intermédiaires qui peuvent censurer votre transaction, vous empêcher d'avoir accès à votre argent, qui vous prennent des frais et qui sont finalement les gardiens de notre système. Avec Bitcoin, on arrive sur un système de cash digital. Le cash, je l'ai dans ma poche, je veux te le donner, je te donne le cash. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant et Bitcoin vient révolutionner ça. Donc cet écosystème Bitcoin a un certain nombre de caractéristiques qui pour moi sont très attrayantes. Ils font que Bitcoin c'est de la liberté, c'est une monnaie qui est intéressante et qu'il faut s'y intéresser. On appelle ça souvent les 5 piliers de la blockchain pour citer Andreas. Le premier, c'est que c'est public. Bitcoin, c'est un logiciel open source. Ça veut dire que tout le monde dans le monde peut l'utiliser. Il vous faut simplement une connexion Internet et un ordinateur. Et à partir du moment, ou un téléphone, hein, à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez commencer à accepter Bitcoin. Vous pouvez accepter des donations Bitcoin, vous pouvez accepter de recevoir des Bitcoins, vous pouvez envoyer des Bitcoins.
Personne ne va jamais vous demander une pièce d'identité, personne ne va vous empêcher, personne ne peut vous censurer, personne ne peut vous arrêter. C'est vraiment un système qui est ouvert à tous, que vous soyez au Congo, que vous soyez en Afrique, enfin au Japon, en France, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a aucune frontière parce qu'on est sur le monde digital d'Internet. Donc si vous voulez envoyer de l'argent au Chili, vous pouvez. Il n'y aura plus une banque au milieu qui va prendre plusieurs jours. Si vous voulez envoyer de l'argent en Afrique, il n'y aura plus Western Union au milieu qui va vous prendre 20%. Si jamais vous voulez envoyer de l'argent au Japon, la transaction va être faite en 10 minutes, partout dans le monde. Peu importe qui vous êtes, c'est absolument neutre. Ça veut dire que peu importe votre couleur de cheveux, votre religion, votre classe ethnique, que vous soyez pauvre ou riche, que vous ayez 10 centimes ou 40 millions d'euros, vous allez tous utiliser Bitcoin de la même façon. C'est quelque chose de très démocratique, neutre, et ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant parce que le système bancaire fait qu'il y a 1,5 milliard, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire. On appelle ça des unbanked, des personnes qui, parce qu'ils n'ont pas les bons papiers, des personnes qui, parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure, des personnes parce qu'ils n'ont pas l'autorisation ou la quantité d'argent nécessaire, ne peuvent pas se mettre à épargner, ne peuvent pas envoyer de l'argent à leur famille ou commencer un business. Avec Bitcoin, il faut simplement un vieux téléphone, une connexion Internet, qui aujourd'hui se trouve même dans un village en Afrique. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est résistant à la censure, forcément, vu que c'est un logiciel open source décentralisé, personne ne peut arrêter une transaction Bitcoin. Aucun juge ne peut arrêter Bitcoin, aucun État ne peut arrêter Bitcoin, aucun politicien peut vous dire non, vous n'avez plus le droit d'utiliser Bitcoin. Si vous voulez utiliser Bitcoin, vous allez trouver une solution pour utiliser Bitcoin parce que c'est du code open source. Donc Bitcoin est extrêmement bon pour être envoyé d'une personne à une autre. Ça, c'est super. C'est digital, c'est numérique, on peut aller partout dans le monde, c'est même plus efficace que le système traditionnel parce que finalement, notre or, il ne peut pas bouger et ça utilise des banques qui vont prendre plusieurs jours et des frais. Donc on est mieux. Est-ce que par contre, c'est une façon d'économiser de l'argent à travers le temps ? Il s'avère que oui, parce que notre petit Satoshi Nakamoto avait très bien compris les principes de l'économie autrichienne et a instauré dès la base de Bitcoin quelque chose d'assez incroyable qui s'appelle le hard cap de 21 millions de Bitcoin. Il n'y aura donc jamais plus que 21 millions de Bitcoin en circulation dans le monde. Et on le sait, c'est mathématique, c'est prouvable, tout le monde peut le vérifier parce que le code source est open source, enfin le code est open source, et on le sait exactement la fréquence d'impression monétaire de Bitcoin. Quand j'ai commencé Bitcoin en 2017 à peu près, il y avait, pour faire simple, 16 650 000 Bitcoins en circulation. Je savais exactement à ce moment-là, le moment où j'ai commencé Bitcoin, je pouvais prévoir exactement que le moment où je serai là, cette même date du 30 mars, qu'il y aurait 18 670 000 Bitcoins en circulation. Comment est-ce que je pouvais prévoir l'impression monétaire de Bitcoin quasiment à 2-3% près ? Simplement parce que c'est programmable à l'avance mathématique. Ce que vous voyez là, en fait, c'est la courbe d'impression monétaire de Bitcoin. Donc c'est la quantité de Bitcoin en circulation avec le temps. Ce que vous voyez ici, c'est cette impression constante. Comme Joss va vous l'expliquer, il y a des blocs créés par des mineurs toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, un mineur toutes les 10 minutes va créer 6,25 Bitcoin, c'est sa récompense. Cette impression monétaire est divisée par 2 assez régulièrement, tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, pour être exact, et on appelle ça des halvings. Donc Bitcoin, en fait, a une caractéristique monétaire très intéressante, c'est que tout le monde, dans le monde, tout le monde, n'importe quand, n'importe où, peut vérifier exactement la quantité de Bitcoin en circulation, son impression pour les prochaines années, et où est-ce qu'on en est dans cette impression monétaire. Alors que si je vous demande aujourd'hui, il y a combien d'euros en circulation, je pense que personne ne peut me répondre. Et si je vous demande, il y a combien de dollars en circulation, c'est pareil. Et si je vous demande, il y aura combien de dollars en circulation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, ce sera impossible à dire parce que même les gens au pouvoir, même nos politiciens, ne savent pas répondre à cette question. Tandis qu'avec Bitcoin, on peut tous, dans cette salle, être 100% sûr en 2 lignes de code de savoir qu'il y a 18 670 000 Bitcoins en circulation et exactement il y aura combien de Bitcoins en circulation à la fin de 2020, 2022, 2024 ou 2184. On le sait et c'est impartial. Ça fait que Bitcoin est extrêmement bon pour garder sa valeur. Souvent, j'ai la question de comment on peut être sûr. Très simple, c'est un système décentralisé. C'est les utilisateurs qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, si on veut imprimer plus d'argent, c'est Madame Lagarde qui appuie sur un bouton. Si vous voulez imprimer plus d'argent, vous allez devoir convaincre l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble du réseau d'imprimer plus de Bitcoin. C'est-à-dire que tous ensemble, on doit décider et se mettre d'accord qu'on va volontairement dévaluer notre monnaie pour en imprimer plus. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a 50 millions, 100 millions d'utilisateurs de Bitcoin partout dans le monde. Vous allez devoir convaincre tous ces utilisateurs de volontairement dévaluer leur monnaie. C'est quelque chose qui est compliqué.
Parce que déjà, on n'arrive pas à s'entendre quand on est 100 dans une pièce. Alors 100 millions d'utilisateurs, pour leur dire de perdre de l'argent, c'est quelque chose d'impossible. C'est cette décentralisation du réseau qui permet de garantir la masse monétaire de Bitcoin. Donc, souvent, on a des quotes assez connues dans le passé ou aujourd'hui, des gens qui nous disent « Nous avons mis notre confiance, nous avons mis notre foi dans un système mathématique à l'épreuve de l'erreur humaine. » Ça, c'est les frères Winklevoss, donc de Facebook, pour ceux qui ont vu Social Network, pour vous donner une idée. Et ça, c'est Hayek qui disait qu'il n'y aurait plus de monnaie saine, de monnaie bonne, on va dire, tant qu'on ne retire pas la monnaie des États. Et il faut le faire d'une façon qu'ils ne peuvent pas contrôler, qu'ils ne peuvent pas arrêter. C'est exactement ce qu'est Bitcoin. Donc Bitcoin est très très bon pour garder sa valeur. Est-ce que c'est bien pour acheter une bière, un café? Je vais être complètement honnête, non, absolument pas. Absolument pas parce que Bitcoin est très volatile, Bitcoin est encore très jeune et forcément, comme le prix fait des milliers à la hausse et des dizaines, des 50%, des 80% à la baisse, c'est compliqué de l'utiliser pour notre vie de tous les jours. Acheter un café. Deux petites anecdotes. Laszlo, en mai 2011, a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, c'est 500 millions la pizza. Ça fait cher la pizza, surtout quand on pense qu'il l'a acheté pour 25 balles à l'époque. Moi-même, j'ai fait l'expérience 10 ans après pour acheter un magazine qui s'appelle Citadel 21, un petit magazine que j'apprécie énormément. Et je l'ai acheté en août 2020, donc il y a à peu près un an de ça. Je l'ai acheté pour 200 000 Satoshi. Les Satoshi, c'est la petite dénomination de Bitcoin. Vous avez un Bitcoin, comme c'est dans le monde numérique, c'est divisible quasiment à l'infini. Mais donc si on met 8 décimales, on appelle ça un Satoshi. C'est un petit peu comme les centimes par rapport aux euros, etc. Donc je l'ai acheté 200 000 Satoshi, ce qui à l'époque me coûtait 19 €. Aujourd'hui, j'ai acheté mon magazine 100 €. Alors, je le savais, c'était pour une vidéo, c'était pour vous montrer la technologie aux viewers, c'était prévu. Je sais très bien que ce même magazine, dans 10 ans, il m'aura sûrement coûté 1 000 €. Je pense que dans 20 ans, il m'aura coûté 10 000 €. J'en suis conscient et c'est complètement normal. Combien est-ce que va coûter votre Tesla? Vous avez peut-être entendu la dernière news d'Elon Musk. On peut maintenant acheter nos Tesla grâce à Bitcoin. Ok, peut-être, prenez le risque, mais est-ce que vous n'allez pas finir comme la prochaine personne qui a acheté une Tesla pour un Bitcoin, donc 1 million d'euros dans le futur? Peut-être. Donc personnellement, je ne prendrai pas le risque. Ce n'est donc pas encore optimal. Mais c'est complètement normal. C'est complètement naturel parce qu'on ne peut pas devenir une réserve de valeur et une unité de change, une unité de compte, sans passer par ces phases de volatilité et d'adoption de marché. Bitcoin n'a que 10 ans, 40 ans en termes technologiques, mais 10 ans pour l'actif monétaire et le réseau Bitcoin. Et passer de 0 à 1 trilliard de valorisation d'un network, d'un réseau, c'est déjà la meilleure performance de tous les temps. Il a fallu quasiment 20 ans pour que Apple le fasse ou Microsoft le fasse. Bitcoin l'a fait en 10 ans. Et c'est complètement normal du coup que l'adoption est progressive. Du coup, comme notre ami Jonathan va vous le parler plus tard, pour la grande question que vous avez sûrement dans le chat ou ici, quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? On le verra plus tard. Mais l'idée, c'est que Bitcoin va par des bulles spéculatives, toujours plus haussières, qui permettent en fait de garantir la solidité du réseau et une adaptation progressive. On appelle ça l'effet Lindy. Et à chaque fois que Bitcoin continue à survivre, à chaque fois que Bitcoin se renforce, à chaque fois qu'il y a plus d'adoption, ça fait que le prix est plus solide, qu'il y a plus de confiance dans ce réseau, plus d'utilisateurs. Quand je dis aujourd'hui qu'on est 50 millions, à peu près 100 millions à utiliser Bitcoin, à l'époque, il y avait 1 million de personnes. Là, il y avait 50 000 personnes. Là, il y avait 5 000 personnes qui utilisaient Bitcoin. Progressivement, c'est une adoption technologique qui est en train de se mettre en place, exactement comme Internet a eu une adoption croissante à travers le temps. Si vous pensez qu'Internet a que 20 ans, non, Internet a 40 ans, 50 ans derrière lui. Mais progressivement, ce sont des couches infrastructurelles qui ont été développées et on le verra avec JOS par rapport à Lightning ou RGB ou en question si on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus des early, vous n'êtes plus les 1%, 2% qui découvraient Bitcoin. C'est complètement naturel. Vous êtes plus dans les 10, 20% des early adopters, des gens qui peuvent s'implémenter dessus, s'intéresser, chercher du boulot là-bas parce qu'il y a énormément de débauchés juste d'un point de vue boulot pour les gens qui s'intéressent à Bitcoin. C'est d'ailleurs très intéressant ça. Donc vous êtes à peu près là. La courbe, elle va être exponentielle, bien sûr, parce que toutes les technologies ont un effet d'accélération, ce qu'on appelle. Donc, là où il a peut-être fallu 80 ans pour que l'avion se démocratise énormément, le smartphone, ça n'a même pas 10 ans. Peut-être que maintenant, ça a 10 ans. Et finalement, c'est dans toutes les poches, c'est partout dans le monde. Bitcoin, ça sera exactement pareil. La puissance exponentielle d'adoption de Bitcoin est très, 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 très rapide. Et quand je vous dis qu'il y a 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui, je ne pense pas faire d'erreur en disant que d'ici 5 ans, 10 ans, on sera au milliard. On aura 1 milliard de personnes qui seront en train d'utiliser consciemment ou pas le réseau du protocole Bitcoin d'ici 5 ans.
Et ça va tout de suite mettre Bitcoin comme étant la monnaie native d'Internet. Donc pour résumer, qu'est-ce que c'est Bitcoin? Bitcoin, c'est vraiment du cash digital. C'est une alternative au système bancaire actuel qui est plus sain, plus honnête pour les utilisateurs. C'est le peuple qui est au contrôle et non pas des instituts. C'est également une monnaie saine qu'on pourrait essayer de réintroduire dans le monde et donc arrêter la folie de l'impression monétaire, de la surconsommation liée finalement aux monnaies fiduciaires des États. Et c'est l'Internet de la monnaie, on va dire, c'est l'Internet de l'argent pour citer Andreas. Hein. Donc c'est vraiment la monnaie native à Internet. Pour moi, Bitcoin, c'est un 0 à 1. C'est une révolution technologique, tout comme il y a eu Internet, tout comme il y a eu l'imprimerie. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent et qui permet de revoir complètement l'aspect social de notre civilisation. Et je pense que si demain, notre civilisation est vouée à aller dans un monde 100% numérique, nous devons avoir une monnaie non contrôlée par des institutions privées, par des banques centrales, mais au contraire une monnaie libre, une monnaie qui donne la liberté au peuple, contrôlée par tous les utilisateurs du réseau. C'est la vocation d'Internet, c'est la vocation d'un système décentralisé. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup à tous les viewers qui sont encore là. Surtout, n'arrêtez pas de regarder. Hein. On a encore la présentation de 2 personnes. Et merci à mes modérateurs, Cryptodidacte, Lounès et Silex, pour faire un super boulot. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, je peux peut-être répondre à 1 ou 2 questions maintenant. Merci.